Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. J'espère que oui. Donc, bienvenue à ce webinaire sur l'athlétisme. Donc, je suis avec Abou de la Fédération québécoise d'athlétisme et avec Yann de Athlétisme Canada qui vont vous expliquer un petit peu les ressources, les épreuves, les outils, etc. pour pouvoir entraîner vos jeunes puis développer leurs habiletés par l'athlétisme. Vous pouvez discuter avec nous sur le chat. Vous avez sur votre ordinateur un petit outil Converser. Je vous conseille de cocher l'option envoyer à tous les participants et pas seulement aux conférenciers, sauf si vous avez des problèmes techniques, parce que quand vous envoyez à tous les participants, on pourra discuter ensemble, vous pourrez vous échanger des ressources, etc. Donc, tu peux avancer la présentation. Donc, d'abord, le défi sportif Altergo, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Abou, Yann, Elsa Lavigne, je ne me suis pas présentée, donc Elsa Lavigne, je travaille pour le défi sportif Altergo. Nous, on organise un événement sportif qui a lieu une fois par année à Montréal et sur la Rive-Sud à la fin du mois d'avril. C'est un événement qui regroupe plus de 6000 athlètes handicapés. Mais en dehors de cet événement, on fait aussi des activités de transfert de connaissances, de sensibilisation, etc. aux besoins des personnes handicapées dans le sport, le loisir et la culture. Donc, je vais vous présenter une petite vidéo sur qu'est-ce que le défi sportif Altergo. Puis ensuite, nos deux animateurs vont vous faire cette présentation sur l'athlétisme. Donc, merci beaucoup d'être avec nous, puis à tout à l'heure. Ok, donc vous avez vu cette petite vidéo. Maintenant, je laisse la parole à Yann et à vous. Bonjour à tous. Je vais vous présenter le programme. Nous allons passer une heure ensemble sur ce webinaire. Alors, on va commencer d'abord par l'aperçu du programme Course Haute Lance Roule. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est que ce programme. Les épreuves en athlétisme et les différentes classifications pour les personnes en situation de handicap. Les leçons et les adaptations, on va parcourir des leçons courir, sauter, lancer et quelles sont les adaptations possibles pour les jeunes avec des limitations fonctionnelles. Ensuite, vous allez avoir une petite partie sur comment préparer vos jeunes pour le défi sportif Altergo et on finira par des ressources qui vous permettront, après le webinaire, d'explorer un peu plus les différentes ressources existantes. Alors, on va commencer par le programme Course Haute Lance Roule. C'est un programme national développé par Athlétisme Canada qui vise à développer les habiletés motrices fondamentales. Donc, l'idée, c'est que les jeunes puissent acquérir des habiletés, donc les mouvements qui sont fondamentaux, qui vont servir pour l'athlétisme, mais aussi qui sont transférables à d'autres sports, parce que on sait bien que courir, sauter, lancer, c'est la fondation pour tous les sports. C'est un programme qui permet le développement donc, de ces habiletés qui sont l'agilité, la coordination, l'équilibre, la vitesse, donc tout ce qui est vraiment fondateur pour la pratique du sport en général. On parle beaucoup en ce moment de littératie physique, donc on est vraiment dans ce créneau-là. C'est un programme qui s'adresse aux jeunes de 12 ans et moins, mais il y a quand même une fenêtre idéale de développement pour les 8-12 ans, parce que c'est là où vraiment l'acquisition des habiletés motrices est la plus pertinente et la plus, en tout cas, facile pour les jeunes. Et donc, on peut adapter ce programme-là pour tous les jeunes, quel que soit le milieu, que ce soit en milieu scolaire, dans les centres communautaires, dans les services de garde. Donc, là où il y a de la pratique d'activité physique pour les jeunes. On va commencer par les épreuves d'athlétisme. Pour certains, c'est un rappel, d'autres peut-être ça peut être une découverte, mais l'athlétisme est divisé en différentes familles d'épreuves. Donc, on a les courses. Dans les courses, on a les épreuves de sprint de 100 mètres à 400 mètres. On a les épreuves d'endurance qui commencent à partir de 800 mètres. Le relais, donc, qui est aussi une activité très prisée
au niveau de l'athlétisme, la marche athlétique. Ensuite, on a les épreuves de saut. Donc, on a les sauts horizontaux qui sont le triple saut et le saut en longueur. Les sauts verticaux, le saut à la perche et le saut en hauteur. Et on a les lancers, donc on a les différents lancers qui sont le disque, le marteau, le poids et le javelot. Et ben, on a une dernière catégorie, les épreuves combinées, qui est un mix de plusieurs épreuves parmi celles qui ont été précédemment citées. On ne peut pas parler de para-athlétisme sans parler de la classification. C'est une composante majeure de tous les éléments de para-athlétisme. Il y a 3 grandes classes en para-athlétisme. Déficience motrice, qui inclut physique ou neurologique, qui peuvent être debout ou en fauteuil roulant, déficience visuelle et déficience intellectuelle. Au niveau national et international, il y a une classification qui se fait où il y a 27 classes différentes. Ça inclut vraiment tout le monde. Habituellement, ce que je dis, c'est que quand quelqu'un a un handicap, une déficience, il rentre sûrement dans une de ces catégories-là. Que ce soit un amputé, une personne de petite taille, tout ce qui est déficience neurologique, paralysie cérébrale, ataxie, il y en a plusieurs. Blessés médulaires, donc encore là, ils peuvent soit en fauteuil roulant, soit debout. Déficience visuelle, selon le degré de vision. Aucune vision a une vision limitée, mais des fois, on serait surpris de savoir que les gens peuvent être classifiables, même s'ils voient quand même assez bien. Déficience intellectuelle, qui est aussi une des 27 classes. Des règles de base, quand on fait une activité de para-athlétisme, peu importe que ce soit dans un gymnase, sur une piste extérieure, il y a des règles de base à suivre toujours. C'est de faire un espace sécuritaire, s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles, que le terrain est plat ou au moins sans obstacles qui sont non évidents pour quelqu'un qui ne voit pas ou quelqu'un en fauteuil roulant qui pourrait trébucher, tomber. Donc, c'est important. Permettre un temps d'engagement moteur suffisant. Ça peut être difficile avec une classe ou un groupe avec des élèves, des étudiants qui ont un handicap, de leur donner suffisamment de temps. Des fois, on va vouloir les séparer par groupe, puis il va y avoir une activité, un exercice, on va avoir un 5-10 minutes de pause avant de le faire. Il faut s'assurer d'avoir un temps d'engagement moteur qui est suffisant. Donc, pratiquer, faire des sous-groupes, leur donner l'occasion. Adapter la leçon selon la clientèle, ça va de soi. On va en parler un petit peu plus vers la fin, mais il y a toujours moyen d'adapter pour être sûr que la personne, selon son handicap, peut au moins mettre en pratique l'activité ou le choix d'exercice qu'on a. Et puis, adapter les consignes, ça va de soi encore là, on va le voir plus tard, mais pour être sûr que la personne comprend, sait ce qui l'attend, savoir comment exécuter l'exercice, dépendamment du handicap, il y a des choses à prendre en considération. Finalement, faire vivre une situation d'handicap à tout le monde ou pour tous, c'est-à-dire que si dans une classe, on n'a pas que des élèves avec un handicap, peut-être qu'on peut l'adapter pour tout le monde, pour que tout le monde soit au même niveau que notre athlète ou notre étudiant qui a un handicap. Ça peut être d'asseoir tout le monde dans un fauteuil roulant ou juste d'être assis au sol ou sur une chaise. Ça peut être de bander les yeux des autres qui voient. Ça peut être de faire l'exercice sur une jambe pour ceux qui ont leurs 2 jambes, mais qu'on veut faire vivre une situation de handicap à ces personnes-là. Donc, il y a moyen vraiment de rendre une activité qui est normale, mais de la rendre handicapante pour tout le monde, puis ainsi mettre tout le monde sur un pied d'égalité. À ce moment-ci, est-ce qu'on veut prendre des questions? Est-ce qu'il y a des questions qui sont… Pas encore? Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, je vais les transférer à nos conférenciers. Alors, on va faire un exercice là de prendre des activités. Donc, on va prendre une activité en course, une autre en saut et une autre en lancer. Et on va l'analyser, c'est-à-dire qu'on va décrire l'activité qui peut être présentée à une clientèle régulière. Et ensuite, on va voir ce que vous pouvez faire pour l'adapter lorsque vous avez des jeunes en situation de handicap. Alors, on va commencer avec une activité de relais navette. Donc, quelque chose qui est très prisé, très intéressant, donc très ludique pour les participants, que ce soit les jeunes, mais aussi les adultes aiment beaucoup le relais. Alors, on va former des équipes. Donc, le principe du relais navette, on va répartir les équipes avec la moitié d'une équipe d'une part de la zone et l'autre moitié de l'équipe d'autre part. Donc, l'idée, c'est de faire la navette. Donc, on transmet le bâton aux membres de l'équipe en face et on fait donc jusqu'à ce que chacun des participants ait fait la distance voulue. Donc, l'idée, comme relais, c'est d'arriver terminer le plus rapidement possible. Donc, l'équipe qui finit, en fait, qui termine et qui transmet le bâton et qui arrive à la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Donc, il y a l'équipe qui a gagné.
Alors, on va voir maintenant avec les adaptations possibles. Donc, si on a une clientèle où on a des jeunes qui ont une déficience visuelle, alors ils peuvent pratiquer l'activité, donc sans problème, en étant guidés. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont un guide à côté qui les aide justement à parcourir la distance requise. Il faudra juste faire attention à ce niveau-là, c'est le bruit, parce que si c'est une activité de relais, on sait très bien que le relais, là, il y a beaucoup d'engouement, les jeunes, ça crie dans tous les sens. Donc, le bruit, là, peut être un élément qui peut perturber la personne qui a une déficience visuelle. Et puis, la vitesse aussi, parce que ça va très vite, le relais. Donc, ça, c'est des consignes qu'il va falloir donner. Et puis, le guide va être aussi là pour justement ajouter, s'assurer que le jeune qui a la déficience visuelle puisse pratiquer l'activité dans de bonnes conditions. Donc, si on prend quelqu'un qui a une paralysie cérébrale, il peut pratiquer l'activité. A priori, il n'y a pas de modification particulière à avoir, donc il peut pratiquer l'activité. Si on prend quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, au préalable, il faudra montrer l'exercice lentement. Donc, lui montrer le chemin qu'il doit parcourir pour qu'il comprenne bien. Et ensuite, on peut identifier la zone avec des cônes rouges pour que justement ça soit visuel et que ça soit beaucoup plus facile pour lui pour savoir à quel moment il doit prendre le bâton et à quel moment il doit le transmettre. Pour quelqu'un qui est amputé, donc il peut pratiquer l'activité, il faudra juste ajuster la distance. Si c'est une longue distance, si la distance à parcourir est longue, ben, il faudra l'ajuster pour justement éviter les cas de fatigue. Et quelqu'un qui est en fauteuil peut aussi pratiquer l'activité. Il faudra juste s'assurer qu'on a le même nombre de personnes en fauteuil dans chaque équipe pour que ça soit équitable et équilibré. Si ce n'est pas le cas, on peut adapter justement, avoir une équipe, l'équipe adverse, avoir quelqu'un de l'équipe adverse qui va courir 2 fois pour justement équilibrer le temps de parcours de la personne qui est en fauteuil. Donc là, vous voyez, avec une activité aussi simple que le relais, on peut faire participer des personnes ayant un handicap et ce sera justement à l'animateur de s'assurer que ça soit fluide et puis que ça puisse vraiment s'intégrer dans le cadre de l'activité. On a une question ici. Est-ce que la fédération prête des fauteuils pour les nouveaux athlètes? Alors, la fédération en tant que telle, nous, on n'a pas de fauteuil. Par contre, on travaille avec Parasport qui pourrait, à ce moment-là, pallier à ce manque de fauteuils ponctuellement ou en tout cas de façon provisoire. Sinon, dans les clubs, il y a quelques clubs d'athlétisme ici au Québec, Sherbrooke, Saint-Laurent-Select et Québec, qui ont une section para. En les contactant, il y a des possibilités qu'ils puissent fournir ou en tout cas vous aider à ce que vous ayez l'équipement requis. Sinon, les centres de réadaptation locaux, des fois, vont avoir des fauteuils de tous les jours, des fois des fauteuils sportifs, plus fauteuils tennis, basketball. C'est pas nécessairement des fauteuils de course, mais des fois, pour l'initiation, pour des jeunes enfants, ça fait la job. C'est pratiquement mieux même qu'un fauteuil de course, étant donné que le fauteuil de course, ça prend un positionnement, ça prend des gants, ça prend un casque. Des fois, le fauteuil de tous les jours est peut-être une meilleure alternative. Mais s'il y a une demande ou il y a un besoin, vous pouvez nous contacter, vous aurez nos coordonnées à la fin de la présentation. Et ça nous fera vraiment plaisir de vous aider à répondre à votre besoin. On va passer à l'activité de saut. Donc, relais d'obstacles. Là, vous avez sûrement remarqué qu'on utilise beaucoup les activités de relais en initiation à l'athlétisme. La raison en est que le relais est, comme je disais tantôt, une activité qui stimule. C'est une activité d'équipe. Donc, pour faire adhérer les jeunes à cette activité, les relais ou en tout cas des activités qui mettent en perspective la participation par équipe sont vraiment, moi je le recommande très fortement parce que ça donne vraiment une interactivité, un dynamisme à l'activité. Donc là, on va prendre une activité de saut en relais d'obstacles. Donc c'est un parcours que le jeune va devoir faire et on va mettre des obstacles à différents niveaux sur le parcours. Donc
il va devoir sauter par-dessus des pylônes, ça peut être franchir des cerceaux, monter sur un banc, atterrir. Donc, il y aura vraiment l'habileté de saut qui va être mise en avant, mais sous forme de relais, donc avec un témoin qui va être transmis aux participants suivants pour essayer de parcourir la distance, toujours avec le souci de parcourir la distance le plus vite possible. Par contre, c'est bien une activité de saut, donc il faudra éviter ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la distance entre les obstacles pour éviter que justement les jeunes se mettent à courir. Donc l'idée, c'est vraiment, il faut qu'ils sautent. Alors maintenant, on va voir cette activité-là avec les adaptations. Donc, une personne qui a une déficience visuelle peut faire l'activité en étant guidée. Donc ça, il n'y a aucune difficulté. Il faudra juste s'assurer que ce n'est pas une course. Donc, il faudra vraiment mettre en place pour que les sauts soient vraiment bien apparents. Donc, pour les personnes avec des déficiences visuelles. Pour ceux qui sont en paralysie cérébrale, on peut ajuster la hauteur des obstacles pour justement que ce soit plus facile. Ou sinon, on peut simuler les obstacles avec du tape. Donc, pour justement, on matérialise la zone où il faut sauter, mais ce ne sera pas avec un banc ou avec quelque chose qui va être vraiment un obstacle, mais ça va être du tape, ça va être plutôt visuel. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle, on va montrer l'exercice lentement, comme on le faisait avec la course. Et puis, on peut incorporer le principe de relais-château. Donc, relais-château, c'est-à-dire que le jeune a un objet, il va falloir qu'il remette l'objet ça peut être dans un cerceau, et puis il faudra bâtir quelque chose. Donc, ça, c'est aussi visuel, ça peut beaucoup les aider. Pour ceux qui sont amputés, on peut mettre des barrières de hauteur variable pour justement que ça soit adapté à leurs conditions. Mais l'activité peut être aussi faite sans aucun problème. Et pour ceux qui sont en fauteuil, c'est sûr que sauter, ça va être compliqué, mais ils pourront franchir par exemple un matelas ou une corde. Et puis, c'est ça qui va être l'obstacle qui va se matérialiser. Puis, on peut leur demander aussi de zigzaguer autour de cônes et vraiment les déplacements en fauteuil qui vont être un peu l'activité vraiment de saut. C'est sûr que ça ne va pas être un saut comme on l'entend au sens premier du terme, mais ça, c'est une activité qui peut être faite par les personnes en situation de fauteuil. Si je peux me permettre à vous. Oui, bien sûr. Au niveau du fauteuil roulant, étant donné que les sauts ne sont pas une épreuve du défi sportif pour les personnes en fauteuil roulant, mais qu'il y a un parcours à obstacles, mais des fois, comme Abou disait, il y a des alternatives, mais des fois de rouler à reculons, de propulser avec juste un bras, peut-être d'avoir les yeux bandés et d'avoir des consignes verbales, de suivre ça, ça amène un challenge pour la personne en fauteuil roulant, puis ça l'intègre quand même dans l'activité sans faire exactement ce que les autres font. Pas de questions sur la partie saut? Alors, on va aller sur un exercice d'une activité de lancer. Donc, le but va être de pousser et lancer. Donc, on va au départ pousser. On va mettre la balle, donc une balle lestée, au niveau de la poitrine, hauteur de la poitrine, et puis on va pousser avec les deux mains vers le cerceau. Donc, on va essayer de mettre la balle dans le cerceau qui est au mur. Donc, on va taper le cerceau au mur. Et l'idée, c'est à 3 mètres du mur, on va essayer c'est un lancer de précision, donc pousser avec un lancer de précision. Et puis, on peut reculer comme ça à la distance. Quand c'est trop facile, on recule pour mettre un petit peu de complexité, puis un peu comment dire, ça soit un peu plus difficile au niveau du lancer. Mais donc, la personne va lancer, puis va revenir après derrière pour permettre à d'autres de lancer. Et puis, on peut mettre des cordes au sol pour délimiter les distances. Donc, des cordes de 1 mètre qui vont faire la distance et qui vont permettre justement de savoir exactement à quel niveau où on est vraiment à l'aise. Et puis, il y a un certain défi. Et puis, on va lancer. Donc, ça, c'est une activité qui peut être pratiquée de façon régulière. Puis, si on la transpose avec un public, avec des adaptations. Donc, pour ceux qui ont une déficience visuelle, donc ils peuvent faire l'activité sans problème en étant guidés. Là, par contre, il va bien falloir préciser les consignes parce que pour être sûr que la personne lance dans la bonne direction en face et puis que ça soit vraiment ciblé vers le cerceau.
Et puis, on peut donner une rétroaction, c'est-à-dire que s'il lance un peu trop à gauche, on lui dit bah, va un peu plus à droite, ou tu lances un peu trop haut, tu peux aller un peu plus bas. Donc, comme ça va lui donner la consigne, ça va lui donner une idée de justement là où exactement la personne doit lancer. Pour les personnes en paralysie cérébrale, il y a a priori pas de modification, donc l'activité peut être effectuée sans aucune difficulté. Pour les personnes avec une déficience intellectuelle, on va encore montrer l'exercice lentement avant jusqu'à ce qu'il y ait une maîtrise du geste. Donc, on va le répéter plusieurs fois avant pour qu'on s'assure qu'il y a bien une poussée avec les deux mains. Donc, on peut pousser avec les deux mains, balle lestée au niveau de la poitrine, mais on peut pousser aussi en ayant la balle derrière la nuque et on pousse vers l'avant. Donc c'est ça. Et ensuite, pour les personnes qui sont amputées, donc si c'est des membres supérieurs, on va utiliser différents objets pour s'assurer d'avoir la meilleure prise. Donc, ça peut être une balle, ça peut être quelque chose d'un peu plus rigide, un peu plus lourd, un peu plus mou, un peu plus long pour vraiment s'assurer que la prise est la plus convenable possible. Et pour les personnes qui sont amputées des membres inférieurs, si la position debout peut être un problème, ben, ils peuvent faire l'exercice en étant en position assise. Donc, pour s'assurer qu'il y a un certain équilibre. Pour les personnes qui sont en fauteuil, il n'y a aucune difficulté. C'est juste ajuster les distances de lancer pour s'assurer que ça soit vraiment coordonné et que ça soit vraiment en adéquation avec l'effet recherché. Toujours pas de questions pour cette partie-là? Je vais vous donner des idées d'activités qui peuvent être intéressantes lorsque vous voulez avoir une activité d'initiation en athlétisme. On a le jeu Samidi. Donc, Samidi, c'est un peu basé sur le Jendi. Donc, ici au Québec, on dit Jendi. Pour ceux qui nous écoutent de la France, c'est Jacadi. C'est des variantes, mais Jacadi, c'est le même principe. Donc, on a une personne qui… et ça, vous pouvez le définir dans le groupe, d'avoir comme un chef, quelqu'un qui donne les consignes, qui dit au groupe, bah, Jean dit de s'étirer, Jean dit de faire des pas chassés, Jean dit de monter les genoux. Et lorsque le commandement est donné, mais que la personne ne dit pas samedi, bon, bah, celui qui a bougé va faire un tour de piste, comme un gage ou quelque chose qui va être amusant, avant de réintégrer le groupe. Donc ça, c'est un jeu qui peut être intéressant parce que ça permet aux jeunes de se pratiquer sur les habiletés motrices dont on parlait tantôt et qui vont leur permettre justement de varier un peu les exercices et qui met un peu de la bonne humeur aussi. Ça peut être un exercice qui peut être fait en début d'activité pour justement dégourdir un peu les jambes et puis travailler un peu sur des activités qu'on veut développer un peu plus tard durant la séance. On a une autre activité donc, de relais, on revient à nos fameux relais. Donc, relais de saut ou relais de lancer. Donc, là, c'est pareil, on travaille les habiletés de base qui sont sautées ou lancées. On a des équipes, on constitue des équipes de 4 participants et on délimite une zone de départ, une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Donc, l'exercice, c'est de parcourir la distance. Si c'est le saut, par exemple, le premier va sauter, donc à pieds joints. Donc, c'est saut sans élan. Il va sauter à pieds joints et là où il va retomber, la deuxième personne va partir de cet impact-là pour continuer le saut. Donc, la personne 1 va faire un saut, la personne 2 va commencer là où s'est arrêtée la première et ainsi de suite. La personne 3 va continuer. Et l'exercice, le but du jeu, l'équipe qui gagne, c'est celle qui parcourt la distance avec le moins de sauts possible. Donc, on va prendre quand même une distance qui est relativement longue pour que chacun puisse sauter au moins 2, 3, 4 fois. Donc, on va compter le nombre de sauts et l'objectif, c'est vraiment de sauter de parcourir la distance en sautant le moins de sauts possible. Et l'exercice peut être aussi reproduit avec les lancers. Donc, on prend un objet, ça peut être lancer de balle ou lancer de javelot, par exemple, javelot mousse, des choses on va utiliser des objets sécuritaires justement pour éviter qu'il y ait des accidents.
Et là où il va y avoir l'impact, où va atterrir l'objet, ben, la deuxième personne prend le relais et, saute, et lance. Pardon. Et donc, on va parcourir la distance aussi avec le moins de lancers possible. Donc, ça, c'est des exemples d'activités. Puis vous, en tant qu'animateur, vous pouvez vous inspirer de ces activités. Vous pouvez aussi être créatif, avoir vos propres activités et toujours avoir le souci de mettre en place des activités qui vont mettre en avant les habiletés motrices, les habiletés de base. Oui. On avait quelqu'un qui nous demandait de préciser un peu les activités pour la déficience visuelle. Les activités pour le… Les activités proposées par rapport à un athlète qui aurait une déficience visuelle, comment on pourrait l'aider à réaliser les activités? Ben, j'avais pris l'exemple tantôt de la course, le relais, par exemple, si on revient sur l'exercice de course, le premier exercice. Donc, en relais, quelqu'un qui est… C'est sûr que là, on va adapter, par exemple, la zone de couloir, le corridor, pour s'assurer que le guide va avoir suffisamment de place pour que deux personnes puissent parcourir la distance. Mais la personne qui a une déficience visuelle va faire l'exercice comme les autres. C'est-à-dire que, comme je le disais, il va falloir faire attention aussi parce qu'il y a du bruit, il y a tout l'environnement autour qui peut être perturbateur. Mais la personne avec une déficience visuelle va pouvoir faire l'exercice sans aucune difficulté. Donc, l'adaptation va être plus dans les consignes et dans l'environnement extérieur, de s'assurer que la personne soit à l'aise, mais elle va pratiquer au même titre que les autres. C'est sûr que, ayant une déficience visuelle, elle va peut-être avoir un peu plus de difficulté pour savoir quelle équipe a gagné, mais elle peut participer sans aucun problème à cette activité. Je pourrais ajouter, en fait, comme il y a au défi sportif, avec une corde, dépendamment de la distance qu'on a de la course, on met une corde, on tend une corde que deux étudiants peuvent tenir. La personne qui a une déficience visuelle se tient après la corde, puis va d'un bout à l'autre. Sinon, proche d'un mur, ça peut être aussi une option. La personne qui a une déficience visuelle va s'accoter sur le mur tout le long. À bout de le dire avec un guide. Sinon, dans la course, c'est peut-être moins optimal, mais le signal sonore, donc la voix, quelqu'un qui appelle la personne, des fois, juste avec ça, ça peut donner un point de repère. Puis ici, c'est sûr qu'on ne visera peut-être pas la vitesse, mais juste de suivre le parcours, de se rendre à l'autre bout, de transmettre le témoin ou de taper dans la main de l'autre personne. Ça fait, on intègre la personne, puis on atteint l'objectif qui est de la faire bouger et courir. Les exercices, par exemple, d'équilibre, vous avez un banc et puis on doit parcourir une distance en étant… s'assurer qu'on reste équilibré sur le banc. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait aussi en s'assurant qu'on ait quelqu'un à côté pour guider. Mais c'est des exercices comme ça qu'on peut facilement mettre en place pour faire participer les personnes avec une déficience. Concernant la question pour la corde, on le conseille au début dans les expérimentations, puis au début quand les jeunes sont relativement jeunes, disons d'âge primaire. Mais idéalement, il faut laisser tomber la corde à un moment donné parce que le jeune, il faut qu'il apprenne à développer ses habiletés, à se déplacer dans l'espace et à se repérer, que ce soit avec un guide ou avec des indices auditifs. Mais la corde ne devrait pas être tout le temps là. Une question que j'ai souvent par rapport à ça, par rapport au guide, dépendamment de l'âge des participants, quand ils sont plus vieux, qu'est-ce que ça prend pour être un guide? Oui, il y a une formation qui se donne de l'Association du sport pour aveugles du Québec qui forme des personnes pour devenir des guides. Mais en même temps, n'importe qui peut être un guide. Donc, ça peut être un autre étudiant, ça peut être un professeur, un ami, un parent. Le rôle du guide dans un cas comme ça, c'est juste de guider la personne. C'est pas de la tenir puis de la tirer ou de la pousser vers l'endroit où on s'en va. C'est vraiment juste de la guider. Donc, on tient par deux doigts peut-être, puis la personne nous fait confiance. Des fois, d'intégrer un autre étudiant qui prend ce rôle-là, bien, ça lui donne une certaine responsabilité, puis ça encourage tout le monde à participer et à intégrer cette personne. Et puis, ce que vous pouvez aussi faire, c'est, lorsque vous avez une personne avec une déficience visuelle, c'est de faire participer les autres aussi avec cette déficience. C'est-à-dire que vous leur mettez un bandeau sur les yeux et puis pratiquer une activité ou pratiquer une habileté en ayant le bandeau. Ça ça sensibilise aussi les jeunes et puis ça les met dans une situation où c'est eux qui ont le handicap et ça peut être aussi très intéressant de le faire. Donc ça, on le recommande très fortement aussi de le faire. Sinon, au niveau des sauts des lancers, je ne vois pas de difficulté avec les personnes avec une déficience visuelle. C'est juste de donner plus de consignes, les guider, de les placer avant de faire le lancer, de les aligner dans la bonne direction. Par la suite, une fois que le mouvement est acquis, il n'y a pas de restriction pour ces gens.
On a une question sur est-ce qu'il y a des formations pour guides et qui donne ces formations? Est-ce que c'est l'Association sportive des aveugles du Québec? Exactement. C'est la SAC, communiquer avec eux, ils ont des formations spécifiques là, pour les guides. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions, mais on y répondra plus tard parce qu'on a des moments qui seront plus appropriés. OK, parfait. Ben, en fait, on peut faire une transition là, parce que là, je vais faire un peu un résumé de tout ce que Abou a dit concernant les modifications apportées. On va y aller plus par déficience. On va essayer de voir les choses à prendre en considération, puis comment s'assurer que c'est sécuritaire, comme je disais tantôt, que l'engagement moteur est là, puis que c'est réalisable pour ces gens-là. Donc, est-ce qu'on peut y aller avec des questions tout de suite? On peut y aller avec des questions. Est-ce que vous vous déplacez en région pour des formations? On donne la formation course haute lance roule à travers le Québec. Donc, depuis quelques années. C'est sûr que la partie roule, ce que nous, on appelle la partie roule, donc pour les personnes qui ont une déficience, c'est des choses qu'on donne un peu moins parce que c'est moins, en fait, c'est moins demandé aussi. Mais c'est des choses qu'en partenariat avec Athlétisme Canada, on le fait lorsqu'il y a une demande. Et puis, on essaie aussi de faire des activités en dehors des formations, des activités qui peuvent être données, des formations, des journées d'initiation, par exemple, qui peuvent être données lorsqu'on a un public avec une situation de handicap. Donc, ça, toi, tu le fais assez souvent. Ouais, j'ai un rôle au niveau du développement, puis l'intégration au niveau du para-athlétisme. Donc, n'importe qui en région qui n'hésitait pas à m'appeler, m'écrire. Si c'est plus pour la formation ou des trucs, des activités comme Abou donnait, c'est moins mon rôle, mais à ce moment-là, on regarde avec Abou ce qu'on peut faire. Si c'est juste d'aller voir c'est qui les intervenants au niveau de la région pour procurer du matériel ou intégrer dans un club, c'est plus mon travail. Mais sinon, oui, j'ai pas de restriction à aller en région. Vous y avez répondu un peu. Est-ce que vous offrez de l'aide pour des premières expérimentations? C'est ça mon travail. Ma priorité au travail, c'est vraiment l'initiation et le développement du para-athlétisme. N'importe qui, que ce soit un centre de réadaptation, une école, un organisme, vous m'appelez, vous m'envoyez un courriel, c'est mon travail. Je me déplace, puis on fait de l'initiation, on fait vivre une première expérience aux jeunes avec du matériel. On a ce qu'on a, on prend ce qu'on a besoin, puis on y va. Quelqu'un nous précise également que dans les régions, il y a des personnes ressources en déficience visuelle pour les commissions scolaires. Il y en a aussi pour toutes les autres limitations. Donc, n'hésitez pas à contacter, si vous êtes dans l'éducation, à contacter votre commission scolaire pour avoir des ressources. On y va? Donc, on va faire un petit survol. C'est des choses, comme je disais, Abou a déjà passé à travers ça, mais c'est des petits rappels, des choses importantes à prendre en considération. Avant tout, ce que je veux vous dire, c'est qu'une personne avec un handicap, prenez pour acquis que cette personne-là peut tout faire. Prenez pour acquis qu'elle peut faire l'activité, puis adaptez-vous selon cette personne-là, selon ses limitations. Mais de penser d'abord que cette personne-là ne pourra pas le faire, essayer de trouver des alternatives, c'est pas toujours la meilleure option. Donc, on y va avec la même chose que tout le monde, puis on s'adapte. On va passer à travers les amputations, les personnes en fauteuil roulant, les personnes avec une déficience visuelle, puis intellectuelle. C'est sûrement des choses que vous connaissez, qui sont évidentes, mais je prends la peine quand même de le rappeler. Donc, au niveau des amputations, membre supérieur, on s'adapte selon les limitations, mais habituellement, c'est pas trop limitant pour la course, pour les sauts. Au niveau des lancers, si c'est un bras, on prend l'autre bras, sinon, on trouve une alternative. C'est sûr d'avoir une surface lisse. Comme je disais tantôt, si on est dans le gymnase, on a mis des cerceaux à terre, on a mis des cônes, peut-être s'assurer avec cette personne-là qu'elle ne glisse pas ou qu'elle ne trébuche pas sur un obstacle. Des fois, quand c'est récent, la prothèse n'est peut-être pas ajustée de la bonne façon, la longueur, la personne donc, doit s'habituer. Ça peut être un petit peu embêtant si cette personne-là glisse sur des obstacles qu'elle n'est pas habituée. Pause fréquente, on l'a dit tantôt avec Abou, peut-être diminuer la distance, diminuer la durée de l'activité, s'assurer qu'il n'y a pas de douleur au niveau de la prothèse. Ces choses-là, c'est vraiment important. Mettre l'emphase sur l'équilibre plutôt que sur la vitesse. Quand on course, on veut vraiment développer un bon patron moteur. Donc, encore là, l'emphase ne sera pas sur la rapidité du mouvement, mais vraiment sur l'exécution. Pour que ces personnes-là prennent le temps, développent un bon patron moteur. Au niveau des lancers, on veut que ces personnes-là soient en équilibre. Donc, si jamais on a une prothèse fémorale, puis que c'est difficile de garder l'équilibre, soit se tenir avec quelque chose, soit s'asseoir, ça peut être une bonne option pour éviter les chutes. S'assurer que la prothèse peut aller dans le sable, oui, ou dans l'eau, avant d'aller faire une activité à l'extérieur, puis d'aller jouer dans le sable, dans le gazon, pour faire des sauts, peut-être s'assurer que la prothèse aille va, sinon ça peut être embêtant pour la personne. De même limiter les impacts lors des sauts. Quand c'est récent, surtout la prothèse de tantôt, c'est mal ajusté ou qu'on n'est pas habitué avec, de faire des sauts à répétition, les impacts peuvent causer des blessures.
Donc, encore là, on prend, pas pour acquis, la personne va se blesser, on demande. Si la personne dit oui, j'ai pas de problème avec ça, on y va. Sinon, ben, on limite les impacts. On fait moins de sauts ou on diminue la hauteur des sauts ou la quantité. Blessé médulaire ou fauteuil roulant, des fois, paralysie cérébrale aussi vont se déplacer en fauteuil roulant ou toute forme de handicap qui nécessite un fauteuil roulant. Système de thermorégulation, ça s'adresse plus aux quadraplégiques. Ces gens-là n'ont pas la capacité de suer suffisamment pour évacuer la chaleur. Donc, en grosse température, en canicule, comme on a eu dans les derniers jours, d'aller faire une activité à l'extérieur, c'est vraiment pas un bon choix. On préfère l'intérieur ou on les rafraîchit assez régulièrement. Mentionner l'entraîneur s'il ressent de la douleur. Comme n'importe qui, que ce soit un amputé ou une personne en fauteuil roulant, ces personnes-là ne doivent pas hésiter à dire. On leur dit, si tu as mal, si tu ressens un inconfort, tu nous le dis, on prend les mesures nécessaires, mais encore là, on laisse la personne participer, puis on s'adapte en fonction de quand la douleur se présente, s'il y en a. Encore là, l'athlète, on lui demande de ne pas hésiter à prendre des pauses ou à demander de prendre des pauses. C'est vraiment son choix à lui. On ne lui impose pas, mais la personne ne doit pas hésiter. Transfert sécuritaire, oui, on a un fauteuil roulant, on veut faire une activité, on veut que la personne soit au sol, on veut que la personne soit assise dans un fauteuil de sport. On assure le transfert sécuritaire, on met les freins, on s'assure qu'une personne est prête pour supporter en cas pour éviter les accidents. Très important. Diminuer les distances de course. Oui, on a un fauteuil roulant. Des fois, les personnes ne vont peut-être pas aussi vite. On veut les faire participer, mais on veut aussi que ça soit amusant pour eux. Donc, leur faire une distance de gymnase pendant que les autres courent et ont tendance à faire 3, c'est pas encourageant. Donc, peut-être les faire partir à mi-chemin, diminuer la distance, les faire tourner plus rapidement. Bien, ça leur donne du plaisir. Puis finalement, on l'a dit tantôt, pousser bilatéral, c'est en fait, on veut encore travailler sur la technique du mouvement. On veut que les personnes s'habituent à pousser avec les 2 bras en même temps et non pas un bras à la fois, puis avoir une trajectoire qui est un peu plus en zigzag. Déficience visuelle. C'est vraiment un survol, c'est inspiré de la littérature, de ce qu'on retrouve dans les documents, mais c'est vraiment pas exhaustif. Si les gens ont plus de questions par rapport à ça, on l'a dit tantôt, commission scolaire, les centres de réadaptation ou l'association de sport pour aveugles, la Fondation des aveugles du Québec sont une ressource très, très intéressante. Donc, un petit survol très rapide. Ces gens-là sont capables de faire tout. Une personne qui est aveugle, on n'a pas besoin, ou déficience visuelle, pas nécessairement aveugle, on n'a pas besoin de parler plus fort, on n'a pas besoin d'expliquer plus lentement. C'est juste d'être très clair dans nos explications, mais c'est de prendre le temps de leur donner la chance. Ils sont capables de le faire. On peut juste s'ajuster en fonction de leur niveau de développement ou ce qu'ils sont capables de faire. Consigne verbale, descriptive, claire. Si je dis, ben, tu vas courir pendant, tu vas faire 12 pas, tu vas tourner un petit peu à ta gauche, après ça, tu vas continuer. C'est pas très clair que de dire, je vais te suivre avec toi, je vais te dire quand tourner, ou je vais t'indiquer à quel moment, ou je vais t'indiquer qu'est-ce que je veux que tu fasses exactement. Donc, il faut vraiment être clair et précis. Puis, préciser l'emplacement des obstacles s'il y en a dans le gymnase. Donc, si la personne doit se déplacer, bien, on lui dit quand tu tournes, tourne à ta droite et non pas à ta gauche, parce qu'à ta gauche, il y a un mur ou il y a un banc, des choses comme ça. Le support sonore, comme on l'a dit tantôt, un appel verbal ou le claquement des mains peut être un bon indicateur de ces gens-là où on se situe. Donc, si on veut que cette personne-là court vers nous, je me place devant elle à peut-être 5-10 mètres, puis juste avec ma voix ou en claquant des doigts, des mains, cette personne-là va m'entendre, puis va savoir vers où se diriger. Puis, toujours demander à la personne son accord avant de la toucher pour la positionner. Donc, avant de faire un lancer, si je m'approche, je la saisis, je la tourne sans que cette personne-là soit au courant, c'est un petit peu désagréable. Donc, juste lui demander, je vais te placer, si tu es d'accord si je te prends, puis je t'amène à la prochaine station ou quelque chose comme ça. On fait juste demander. Déficience intellectuelle, encore là, Olympiques spéciaux du Québec ou tout organisme là, qui est en lien avec cette clientèle-là sont beaucoup familiers avec la façon de travailler avec ces jeunes-là. Nous, on les intègre en athlétisme sans problème. Donc, c'est pas strictement pour les Olympiques spéciaux du Québec, mais c'est une bonne ressource. Donc, encore là, ils ne sont pas si différents. C'est un entraîneur qui disait ça à un moment donné, il disait oui, ils sont différents, mais ils ne sont pas si différents. Ils sont debout, ils sont fonctionnels. Il faut juste être plus patient des fois sur certaines choses, mais avant tout, on les traite comme tout le monde. On leur parle comme si c'était des gens du même âge, du même niveau de développement que les autres. Puis, tout va bien aller. Regardez l'athlète qui a voulu parler. C'est important. C'est pas parce qu'il y a une déficience intellectuelle qu'il faut regarder ailleurs, qu'il faut avoir peur. Encore là, on ne parle pas nécessairement d'enfants. On leur parle comme si c'était des enfants de leur âge. Amusez-vous, puis apprenez à les connaître. Encore là, c'était une consigne que j'ai eue à un moment donné d'un entraîneur qui disait si l'entraîneur est... Là, on parle d'un entraîneur, mais quelqu'un qui n'est pas habitué à cette clientèle-là, puis qui a peur, qui est gêné,
s'ennuie plus qu'autre chose. Amusez-vous. N'ayez pas peur de poser des questions. Apprenez à le connaître. En jasant avec lui, on sait un peu plus c'est quoi ses limitations, dans quelle situation qui est un peu plus craintif ou qu'il va avoir de la difficulté. Démonstration plus. C'est vraiment prendre le temps, leur démontrer, leur expliquer clairement, le faire avec eux, leur faire pratiquer, puis donner-leur la chance de s'exécuter. Ces gens-là ont juste besoin d'un gros volume d'entraînement pour être capable d'accomplir une tâche. Donc, en les accompagnant, en leur faisant pratiquer, en leur montrant, en leur disant « Regarde les amis comment ils font », ces personnes-là, ça les aide vraiment. Oui, toujours apprendre avec une vitesse réduite. Donc, si on leur demande de faire une activité comme samedi, tantôt, que Abou nous disait, ou le relais de course, de saut ou de lancer, si on les fait, on les apprend dans un groupe régulier, puis on les fait courir, puis bouger à la même vitesse que les autres, ça peut être très difficile. Mais si on prend le temps de leur expliquer tranquillement, de les faire bouger, de leur faire vivre l'expérience, mais à vitesse réduite, puis après ça, tranquillement, on augmente la vitesse. C'est un gros plus pour eux. Délimiter un endroit précis pour la pratique. Tantôt, Abou le disait avec, pour les sauts ou la course avec les cônes rouges, de vraiment délimiter précisément où on veut que ces gens-là soient en attente de faire l'activité ou même pendant l'activité. Donc, si on leur dit le lancer se fait à telle zone, s'assurer que c'est très clair, que c'est visible et non pas juste prendre pour acquis qu'ils vont se placer au bon endroit et qu'ils vont exécuter le mouvement. Superviser continuellement les athlètes, je pense que c'est bon pour tous les athlètes qui ont un handicap ou même sans handicap, mais peut-être un peu plus avec cette clientèle-là, étant donné que des fois, ils peuvent nous surprendre. Si on leur demande d'aller faire un saut à un endroit dans le gymnase, puis qu'on n'a pas un œil sur eux, on va se retourner 2 minutes après, puis ils vont être dans un autre endroit en train de faire une autre activité. Puis on ne veut pas compromettre la sécurité de personne. Donc, juste avoir un œil sur eux, en même temps comme sur tous les athlètes. Puis, assister visuellement ou verbalement, l'air d'appel pour les sauts. Même chose qu'avec les déficiences visuelles. Donc, si on veut faire un saut avec appel, donc une course, puis à un endroit précis dans le gymnase, on veut qu'ils sautent, en mettant une ligne, c'est très simple pour ceux qui voient, puis ceux qui sont familiers avec ça. Dans le cas des déficiences visuelles et ou intellectuelles, ils ont un peu plus de difficultés des fois avec cette zone-là. Et où la ligne, puis à quel moment que je dois sauter. Juste avec un air d'appel verbal. Donc, on les fait courir, puis quand ils sont rendus prêts, on leur dit « Saute! » Donc, ces gens-là comprennent très bien la consigne, vont sauter à ce moment-là sans problème. Je voulais juste ajouter une chose, c'est que nous, dans les formations que l'on donne, course haute lance roule, le maître mot qu'on veut vulgariser, c'est faut que ça soit ludique. Il faut que les jeunes s'amusent, il faut qu'ils apprennent, oui, des habiletés, mais il faut que ça soit fait de façon ludique, sous forme de jeu, sous forme de… que ce ne soit pas plate, que ce ne soit pas ennuyant, parce que sinon, ils vont rechigner à la tâche. Mais par contre, si on leur met des activités où ils vont travailler les habiletés, mais sous forme de jeu, ils ne vont même pas s'en rendre compte, mais ils vont acquérir ces habiletés, justement. Puis ça va être vraiment plus intéressant, plus interactif pour tout le monde, pour que la séance soit la plus dynamique possible. Donc, vraiment, n'hésitez pas à inclure beaucoup de jeux, beaucoup d'activités ludiques. Et puis, l'autre chose, c'est la sécurité. Donc, tantôt, Yann parlait de s'assurer que la surface soit plate et puis qu'il n'y ait pas d'obstacles ou en tout cas des choses qui les feraient glisser. Moi, souvent, j'ai vu dans des gymnases où c'est déjà glissant à la base avec des cerceaux, on met des cerceaux. Et là, c'est la catastrophe parce que les jeunes glissent. Donc, des jeunes déjà qui n'ont pas de handicap ont de la difficulté des fois avec des cerceaux qui sont au sol lorsque c'est un plancher dérapant. Alors, imaginez si c'est des personnes qui ont un peu plus de difficultés parce qu'il y a un handicap. Donc, ça, c'est des choses aussi, il faut vraiment en tenir compte et faire très attention parce que ça peut mettre en péril l'activité ou en tout cas faire en sorte que la sécurité ne sera pas au rendez-vous. Donc, ça, c'est vraiment les deux choses sur lesquelles on insiste beaucoup parce que c'est ça qui va faire que votre activité va être la plus sécuritaire et la plus ludique, la plus intéressante. Est-ce que vous avez des ressources pour les élèves présentant un TSA, un trouble du spectre de l'autisme? Malheureusement, non. Je n'ai pas de ressources particulières pour cette clientèle-là. Nous non plus, on n'a pas de ressources. Vous allez trouver sur le site web choisirdegagner.com un guide sur l'enseignement de l'éducation physique pour les jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme.
Et toujours sur le site choisirdegagner.com, dans la section ressources, vous avez certaines ressources pour les jeunes qui présentent un TSA. D'autres questions? Non? Bon, donc, on va continuer. En prévision du défi sportif Altergo, donc, si vous avez des jeunes qui vont participer, qu'est-ce que vous devez faire ou qu'est-ce qu'on s'attend de vous? C'est pas obligatoire, mais ça aide toujours. Connaître les épreuves, donc prendre le temps d'aller voir sur le site Internet du défi sportif quelles sont les épreuves qui vont être offertes cette année. Quelles sont les distances de course, quels sont les lancers qui vont être offerts, et puis s'assurer là, que nos athlètes qui vont participer sachent aussi également à quoi ils vont participer. Donc, est-ce qu'ils font la course 50 mètres? Est-ce qu'ils font le relais? Est-ce qu'ils vont faire la course à obstacles? Donc, pour arriver préparés au défi, autant les préparer physiquement à cette activité-là, mais aussi être prêts en fonction de l'emplacement du défi. On nous demandait s'il y avait des courses sur piste pour le défi sportif Altergo. Il y a un 10 km sur route. Donc, pour l'instant, pour les adultes, on n'a pas de course sur piste. Ça pourrait peut-être se développer dans les prochaines années, mais ce n'est pas le cas. Les règlements. Donc, c'est vraiment important. Les règlements sont mis à jour annuellement. Allez visiter, allez voir le site du défi sportif, s'assurer de comprendre quels sont les règlements pour l'épreuve que vous allez faire. Planifier. Oui, planifier votre journée au défi sportif, mais planifier aussi à l'avance vos entraînements. Donc, on est à combien de mois des défis sportifs? 7 mois. Donc, vous avez 7 mois pour entraîner vos jeunes à participer là-bas. Vous avez en masse de temps. Donc, juste le prévoir. Est-ce qu'on fait un entraînement par semaine, 2 entraînements par semaine? Est-ce qu'on fait juste la course? Est-ce qu'on intègre des lancers? Prenez le temps de le planifier. C'est votre responsabilité. Puis, faire pratiquer vos athlètes le plus souvent possible. Pas nécessairement dans un encadrement, une pratique encadrée, mais juste la pratique délibérée. Donc, d'aller les faire courir à l'extérieur le soir quand ils arrivent de l'école ou quand ils sont sous votre supervision. D'aller les faire courir, d'aller les faire sauter, lancer, c'est toujours bon. Là, vous avez les ressources que vous pourrez consulter après le webinaire. Je vais juste, donc là, on a parlé de la formation course haute lance roule. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter à la fédération. Puis, on a aussi un circuit d'événements en gymnase, donc compétition en gymnase, qui s'appelle les premières foulées Bruni-sur-Ain. Donc, c'est un circuit d'événements organisé, piloté par la fédération à travers le Québec. On a une vingtaine d'événements chaque hiver, de novembre à avril. Et si vous avez une clientèle, vous avez des jeunes qui seraient intéressés à participer, on pourrait regarder avec les organisateurs, certains organisateurs, pour intégrer des épreuves qui pourraient leur permettre justement, ou en tout cas, ou même les inclure dans les activités qui sont déjà au programme. Je pense que c'est une bonne occasion de pratiquer un défi sportif. Alors, n'hésitez surtout pas, si jamais il y a des demandes, soit contacter les organisateurs, vous verrez le calendrier sur le site de la Fédération québécoise d'athlétisme, ou sinon m'écrire, m'envoyer un courriel directement et je pourrai à ce moment-là vous mettre en contact directement avec les organisateurs. Sinon, vous avez d'autres ressources que vous pourrez consulter. Je pense qu'en cliquant directement sur le lien. Je vais préciser 2 ressources particulièrement. Donc, on a le Comité paralympique canadien qui a un guide sur l'athlétisme pour appliquer directement dans les cours d'éducation physique. Donc, c'est carrément un plan de cours que vous pouvez prendre tel quel et que vous pouvez utiliser avec des jeunes du régulier, mais aussi avec des jeunes qui auraient une limitation fonctionnelle. Et dans chacune de vos régions, il y a une association régionale de loisirs pour personnes handicapées qui regroupe les organisations de sport et de loisirs de la région. Donc, si vous avez besoin de ressources, de conseils, de contacts pour développer des activités ou pour faire des initiations, pour améliorer vos activités, n'hésitez vraiment pas à les contacter. Vous pouvez nous contacter, nous, pour avoir leurs coordonnées. Vous pouvez aussi contacter la QLPH directement sur le site. Donc, c'est Association québécoise de loisirs pour personnes handicapées. Dans mon cas aussi, il y a 2 ressources très importantes. De l'Association canadienne des entraîneurs. Oui, il y a le mot entraîneur, mais ça s'adresse vraiment à tous les intervenants qui travaillent avec une clientèle avec un handicap. Il y a le guide de l'ACE, Entraîner des athlètes ayant un handicap. Très bonne ressource qui est beaucoup plus complète que ce que j'ai expliqué, mais qui donne vraiment des bonnes consignes sur comment entraîner ces athlètes-là. Puis, l'ACE a aussi mis en place un nouveau module de formation qui s'adresse à cette clientèle-là. Donc, pour ceux qui sont intéressés,
en se rendant sur le site de l'Association canadienne des entraîneurs. Vous pouvez faire le module gratuitement en ligne, puis aller chercher des ressources intéressantes ou des informations pertinentes pour cette clientèle. Pour ce qui est des ARLPH, comme je vous disais, j'ai oublié de mentionner que dans certaines régions, ce sont les unités régionales de loisirs et de sport qui offrent ces services. Donc, c'est comme des institutions qui sont regroupées. Donc, vous pouvez aussi contacter les unités régionales de sport et de loisirs. Aussi, nous, en ce qui concerne le prêt d'équipement, donc Parasport prête de l'équipement, certains clubs, certaines fédérations prêtent de l'équipement. Le défi sportif Altergo prête également de l'équipement. Donc, sur le site défisportif.com, vous pourrez consulter le catalogue de matériel. On va attendre quelques instants si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas maintenant et que vous en avez, ça vient après, vous pouvez nous écrire. Donc, les coordonnées sont à l'écran. Donc, n'hésitez surtout pas. Ça nous fera vraiment plaisir de vous aider, de vous assister. Donc, parfois, les questions viennent après. Donc, n'hésitez surtout pas. On est là pour ça. Pour les intervenants qui souhaitent participer au défi sportif Altergo avec leurs jeunes, il y a un rendez-vous le 8 décembre à Montréal avec le colloque Choisir de gagner, lors duquel il y aura différentes activités de formation, des échanges, un peu de concertation. Puis, il y a aussi des séances d'information sur le règlement des sports scolaires et sur les épreuves qu'il y aura au défi sportif Altergo. Donc, si vous êtes dans la grande région de Montréal et que vous voulez plus d'informations à ce moment-là, vous pouvez nous rejoindre et puis on vous donnera les informations pour la journée du 8 décembre. Donc, comme il n'y a pas de questions, on va vous laisser. Sport d'équipe. Quelqu'un demande s'il y a des sports d'équipe au défi sportif Altergo. Oui, il y a des sports d'équipe et pour les jeunes et pour les adultes. Donc, on a du hockey-ball, on a du basketball, on a du volley, on a… je ne connais pas toutes les épreuves, mais il y a un certain nombre de sports d'équipe qu'on propose. On a fait une initiation au baseball l'année dernière. Pour les adultes, on a aussi du basketball en fauteuil roulant. Donc, oui, il y a beaucoup de choix. N'hésitez pas à aller voir sur le site Internet. Vous avez la liste des épreuves qu'on propose. Donc, on va vous laisser pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire et à la prochaine. Merci, au revoir.